Fellow Canadians, mes chers amis canadiens. Well, welcome to the 1980s. Après avoir dominé la politique canadienne à la fin des années 60 et durant toutes les années 70, le premier ministre libéral Pierre Trudeau a été réélu avec un gouvernement majoritaire en 1980, après le court règne du gouvernement minoritaire conservateur de Joe Clark qui n'a duré qu'environ 9 mois. Si tu étais gay, lesbienne ou bisexuel au Canada, il n'y avait pas grand-chose à célébrer à l'époque. Les années 80, c'était une décennie de bouleversements et de survie pour les Canadiens queer à bien des égards. La lutte contre la discrimination envers les homosexuels faisait rage dans la société et la politique canadienne. Il y avait des appels au changement, puis ça rendait super nerveux l'armée canadienne, la GRC et les politiciens. Ils continuaient leur effort pour maintenir la discrimination contre les homosexuels tout en ignorant complètement les signes évidents de comportement criminel ou carrément pas correct des soldats hétéromasculins. Parce que moi, dans l'armée, je pense pas qu'ils sont juste venus après moi parce que j'étais homosexuel. Ils sont venus après moi parce que j'étais une femme. Puis ils voulaient pas de femmes dans l'armée. Dans ce temps-là, ils étaient hyper misogynes. Alors, c'est au-delà de l'homosexualité. Puis c'est pour ça que la culture, elle a continué, puis ça se transforme en inconduite sexuelle. C'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour les femmes en général. Bienvenue à la Perche LGBT, la honte du Canada. Je suis votre animateur Sean Dern, un journaliste anglophone de Montréal. Cette série est supportée en partie par une subvention communautaire du Le Fonds Perche LGBT à Ottawa. En février 1981, plus de 300 hommes ont été arrêtés lors du descente policière dans 4 saunas gays de Toronto. C'était la plus grosse arrestation de masse depuis la crise d'octobre. Une manif d'environ 3000 personnes a défilé dans le centre-ville de Toronto le soir d'après pour montrer leur colère contre ces arrestations. À peu près à la même époque, Diane Pitre, que vous avez rencontrée dans l'épisode précédent, essayait de se reconstruire après avoir été renvoyée de l'armée parce qu'elle est lesbienne. Je pars de Chatham, c'était au printemps parce qu'elle avait sorti des forces en février. On part pour Chatham, puis on laisse Chatham parce qu'on est tellement harcelés puis on s'en va à Ottawa. Puis j'ai pas de job, mais je trouve un job avec les commissionnaires. Puis ça fait pas tellement longtemps que je suis là que quelqu'un me dit que la patronne elle me soupçonne d'être homosexuelle, puis je l'ai perdu. J'ai dit comme non, ça l'arrivera plus là. J'ai passé en travers ça une fois. Fait que j'étais à son bureau puis je lui ai dit parce que moi je laisserai pas ça là. Fait que j'ai commencé à écrire au gouvernement, à parler à des ministres du gouvernement. Je suis tellement gênée, mais j'ai eu le courage. J'aurais pu perdre ma job là, d'en parler avec M. Chrétien. Jean Chrétien était ministre de la Justice. Il venait voir Alan McCracken, ministre des Finances dans le temps. So, il me dit qu'il pouvait pas qu'il préverrait pas. Comment est-ce qu'il a dit ça? Je vois pas que tu n'auras jamais une excuse parce que c'était le gouvernement d'hier. OK. J'ai dit non, ça ne restera pas là. J'ai parlé à tellement de gens. J'ai envoyé tellement de lettres. Je travaillais des chiffres de nuit, fait que j'avais toute la nuit là, à écrire mes petites lettres. Là. Quand Diane écrivait toutes ces petites lettres, c'était en 1982. Vous savez ce qui s'est passé en 1982? Le gouvernement de Pierre Trudeau a rapatrié la Constitution et le Canada a obtenu sa Charte des droits et libertés le 17 avril. C'était vraiment important. La reine Elizabeth II a même fait le voyage à Ottawa pour rendre ça officiel puis tout. Il y avait juste un petit problème, l'article 15. La section sur les droits à l'égalité de la Charte n'entrera en vigueur que 3 ans plus tard, soit le 17 avril 1985. L'article 15 stipule que chaque individu est égal devant la loi et a droit à une protection et à des avantages égaux sans discrimination. Plus précisément, sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Le délai de 3 ans devait permettre au Parlement et aux autres niveaux de gouvernement de mettre à jour leurs lois pour les rendre conformes aux dispositions sur l'égalité. Ce fut un processus compliqué dont nous reparlerons un peu plus tard.
En 1983, les Forces armées canadiennes ont publié une première déclaration de principe reconnaissant les preuves croissantes de harcèlement sexuel des femmes militaires par des hommes militaires. Aussi, en 1983, Martine Roy, membre de l'Ordre du Canada et militante pour les droits des personnes LGBTQ2, avait 19 ans. Martine était une punk avec une veste de cuir et des cheveux multicolores bien hérissés vers le ciel. Martine était une recrue réticente qui s'était retrouvée dans l'armée pour faire plaisir à son père. Moi, j'étais très punk dans ce temps-là. J'avais vraiment les cheveux, là... J'ai vu une ancienne photo. Exact. C'est ça. Ça, ils n'aimaient pas ça. Puis quand ils m'ont vu arriver, j'étais ailleurs à la mégastructure, la première rencontre, ils sont dans l'auditorium, puis la caporal-chef était là, puis elle m'a vu. Puis elle m'a dit, toi, tu vas faire ton temps. J'avais aucune idée de quoi qu'elle parlait, tu sais, j'avais pas été... Ça a été, c'était toute une expérience, mais... Puis moi, je veux dire, les 2 premières semaines que j'ai fait, là, à tous les jours, j'appelais ma mère pour lui dire « Sors-moi d'ici, ils sont fous. » Puis elle me disait « Je peux pas rien faire. Tu peux leur dire, mais c'est 6 mois avant. Tu sais, quand tu vas partir de l'armée, il faut que tu le dises, puis c'est dans 6 mois plus tard que tu vas pouvoir sortir. Alors, t'es mieux de penser comme il faut, parce que ça va être long, ton 6 mois. Si t'aimes pas ça. » Et donc, finalement, c'était assez... C'est comme un stage, là, comme pour voir si t'es vraiment fait pour faire ça. Oui, exact. Oh, mais l'entraînement, les recrues, c'est vraiment ça. Vraiment, les recrues, tu vois, c'est vraiment... Ils testent qu'est-ce que tu es capable de prendre, autant physiquement que psychologiquement. C'est beaucoup... Moi, j'ai trouvé ça un entraînement très, 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 très difficile. Mais ça t'appelle à te dépasser. Puis quand tu te dépasses dans la vie, c'est comme tu te sens plus fort. Et je trouvais que l'armée, ça te donne ça, cette sensation-là de force, de... C'est drôle, hein? Moi, je pensais toujours à ça. Elle pouvait me laisser n'importe où dans le bois, puis je vais me débrouiller. Tu sais, de ne pas avoir peur. Toutes les peurs que tu peux avoir, justement, quand tu es une jeune femme... blanche, montréalaise, où tu es rempli de peur, là, t'en as pas. Tu te dépasses. Pendant le training, la formation au début, est-ce que tu as entendu des choses contre les homosexuels? Non, au contraire. T'avais des lesbiennes qui venaient magasiner les nouvelles lesbiennes, tu sais. Alors, quand tu étais une nouvelle dans un peloton, ben, tu avais toutes les femmes plus vieilles, des pelotons plus vieux, qui venaient voir. C'était très... Tu sais, Lynn Goutelier l'a dit, si tu mets toutes des femmes ensemble, tu mets tous des hommes ensemble à vivre 7-24, si le moindrement il y a des gens qui sont homosexuels, ben ça va se présenter parce que c'est la parfaite place. Tu sais, on va pas se mentir, on est toujours ensemble. Lynn Golliker avait 18 ans quand elle a rejoint l'armée en 1976. Elle habite maintenant à Sudbury et elle est professeure à l'Université Laurentian. Lynn a passé 16 ans dans les Forces armées canadiennes et encore plus longtemps à rechercher les impacts de la purge LGBT sur les survivantes et survivants. Sa recherche, réalisée avec sa partenaire de recherche et de vie, Carmen Poulain, que vous avez rencontré dans notre dernier épisode, a été importante pour l'éventuelle action collective et a influencé les excuses du gouvernement canadien. Mais Lynn, qui venait de terminer l'école il y a environ 1 an, cherchait du travail. Elle aimait l'agriculture, conduire de gros véhicules, tirer des armes et chasser un peu. Alors Lynn a postulé à l'armée et à une compagnie minière du nord de l'Ontario et l'armée l'a accepté en premier. À quoi ça ressemblait? J'ai beaucoup aimé être avec les femmes. C'était une façon de ne pas avoir besoin de gérer les relations sociales entre hommes et femmes. C'était plus facile donc d'être une gang de femmes travailler ensemble au lieu d'avoir comme l'impact de les gars avec leurs jokes, leur toxic masculinity, comme on dit en anglais. C'est exactement aussi, puis aussi d'être conscience qu'à cette époque-là, d'être un homme, c'était avoir plus la force, plus fort qu'une femme. Plus de pouvoir aussi. Plus de pouvoir, certainement. C'était bien lié avec ça.
puis de ne pas avoir géré ça dans ma vie quotidienne pendant l'entraînement. Je suis avec comme la personne qui est tout à fait la même envie, qui a vécu la même expérience dans un sens. Pendant la formation que tu as eue dans le militaire, est-ce qu'il y avait jamais quelqu'un qui a dit ou bien donné un avis de ne pas être lesbienne ou de ne pas être homosexuelle? Non, pas dans l'entraînement de base à Cornwallis, non jamais. Mais j'ai appris tout d'un coup, pas par les personnes en pouvoir, pas par les personnes comme les corporels ou les corporels chefs, mais par mes collègues, comme d'autres femmes qui voulaient m'avertir que c'était peut-être tu ne devrais pas faire ça, comme assis sur une autre femme, même si c'était juste pas pour la sexualité, juste pour rire. Alors, peut-être tu ne devrais pas faire ça parce que ça peut être vu comme quelque chose de différent. Dans l'armée, c'est seulement quand je suis arrivée à Borden, j'ai une de mes amies qui s'était blessée dans le dos. Puis j'étais allée la voir à l'hôpital, puis là, je rencontre une fille. Là, je fais « wow! » Et on commence à se fréquenter, moi puis elle, et les deux, on avait un chum. Puis on avait décidé de garder notre chum parce que comme elle m'avait dit, c'est mieux, c'est dangereux qu'on se fasse prendre comme homosexuel. C'est la première fois que vraiment, là, j'ai comme « oh! » Tu sais, oh, là, ça m'a... Mais je peux pas croire qu'on peut me juger pour mon orientation sexuelle. Je comprenais vraiment pas, je vais être honnête, là. Mais c'est vraiment comme à ce point-là, là. À ce point-là, disait, vraiment écoute, que, ouais. fais attention. Ouais. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Non, vrai? ça, tu me parles de ça. Je pense que je savais même pas qu'il y avait une loi noir et blanc. Je savais même pas, j'avais pas entendu parler de personnes qui s'étaient fait arrêter. Moi, j'étais nouvelle là, dans l'armée. J'avais fait mes recrues. Là, j'étais en entraînement pour mon cours. Non. Ça a été vraiment le moment où je me suis fait arrêter, qui n'a pas été très longtemps après que j'ai commencé à fréquenter Patricia. Pas très longtemps après que j'ai été arrêtée. Puis amenée en interrogatoire. Puis il savait, là. Il savait qu'elle existait. Il savait que je la fréquentais. Puis c'est même pas moi qui avais donné son nom. Alors, il nous disait qu'il nous avait suivis, qu'il nous avait vus et tout ça. So, ça a été vraiment là. Tu sais, des fois, tu te dis, ben là, je sais pas, peut-être que je banalisais tout ça, parce qu'en me disant, ça n'a pas d'allure, right? Surtout, peut-être qu'en plus, je venais de Montréal, j'étais québécoise. Pour moi, il n'y avait pas de problème avec l'orientation sexuelle. Je ne fais pas croire qu'on m'arrêtait pour ça. Même quand ils m'ont arrêté dans le K-Car, là, qu'ils m'ont mis dans... Au début, moi, je pensais que c'était des touristes qui étaient perdus, parce qu'il n'y avait pas de l'air des militaires, mais c'est normal, parce que c'était des militaires undercover. Et moi, je pensais que c'était des civils qui étaient perdus. Puis quand ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation, la seule chose qui m'est venue à la tête, c'est « Ah, j'ai fumé un joint ». Jamais ça m'est venu à la tête, mon orientation sexuelle, mais jamais. Tu sais, je peux pas croire que c'était ça. Puis quand ils m'ont relâché après un interrogatoire d'au moins 4-5 heures, je suis retournée au baraque, j'étais traumatisée, là, carrément. Traumatisée au point que j'ai fait peur à tout le monde. Là. J'ai dit, hey, ils sont après nous. Peux-tu nous expliquer c'était quoi l'atmosphère envers les femmes, en général, aux militaires pendant cette époque? Ouais, dans cette époque-là, c'était... Les femmes fait faire sur la discrimination. Puis ça, c'était dans les lois militaires qui pouvaient faire ça. Comme je pouvais pas être dans l'infanterie, je pouvais pas aller n'importe où il y avait une soupçon de guerre ou de mission difficile. Alors, on était interdit comme femme de faire ça, interdit d'aller dans une classe que tous les autres gars militaires pouvaient aller faire. Alors, c'était une conséquence sur la carrière des femmes qui était
pas capables de faire toutes les choses que des hommes pouvaient faire. Alors, il y avait des discriminations légales à cette époque-là, pour les femmes, jusqu'à 1989, quand ils ont ouvert toutes des occupations pour les femmes. Sauf une, le sous-marine, mais ça a pris un autre 10 ans. Quand ça a changé dans les politiques, est-ce que ça a changé pour vrai dans les vies des femmes aux militaires? Ça a pris beaucoup d'années, ouais, à peu près presque 10 ans avant que les choses aient changé vraiment. La discrimination, le harcèlement n'a pas changé jusqu'au moment qu'il a commencé de mettre en place des politiques contre le harcèlement. Est-ce que tu as vécu de violence ou des menaces vers ton sécurité à cause que tu étais lesbienne ou à cause que tu étais femme pendant que tu étais dans le militaire? Oui, j'ai déjà vécu toutes sortes de choses sexuelles de les hommes envers moi. Savoir la pression d'avoir des rencontres sexuelles, ou la pression de faire des choses que je ne voulais pas. Même jusqu'à le moment que quelqu'un me suivit dans la place où j'étais hébergée. Puis, alors, c'était lui qui a essayé de rentrer. C'était pas juste ma chambre qui a essayé de rentrer parce qu'il ne savait pas quelle chambre que j'étais dans quelle chambre que j'étais. Mais il a essayé toutes les portes dans cet hébergement. Puis, heureusement, toutes les femmes verrouiller leur porte. Le risque de harcèlement, le risque de violence sexuelle et tout ça, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes straight et les lesbiennes ou comme ou est-ce que c'est comme plus toutes les femmes avaient peur en même temps parce que les hommes étaient trop violents, trop whatever et qu'ils sachent que tu es lesbienne, c'est encore pire? Mais c'est pire dans le sens qu'à cette époque-là, c'était un outil que les hommes pouvaient utiliser contre les lesbiennes. Si vous ne donnez pas si vous ne couchez pas avec moi, je vais dire aux militaires que tu es lesbienne. Alors, mais ça peut être utilisé contre n'importe quelle femme aussi dans le militaire. Alors, comme une menace. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y avait des hommes qui faisaient du chantage, du blackmail envers les femmes? Envers les lesbiennes? Je pense que oui, parce qu'ils sont plus vulnérables. Alors, ils pouvaient utiliser ça comme une position de pouvoir d'avoir le sexe s'ils voulaient, ou d'autres choses s'ils voulaient aussi. Dans les années 70 et 80, les soldats et soldates canadiennes se côtoyaient surtout pendant les heures libres. L'ambiance était super tendue sexuellement et alimentée par trop de boissons pas chères, ce qui menait malheureusement trop souvent à des agressions sexuelles et d'autres formes de violence. Une autre forme terrible de violence durant la purge LGBT du Canada, c'était le processus d'interrogatoire utilisé contre les soldats homosexuels. J'ai demandé à Martine Roy comment ça s'était passé pour elle. Quelqu'un est-il juste arrivé à sa caserne militaire ou quoi? Non, j'étais dans le champ, en entraînement comme adjointe médicale, puis on jouait à la guerre. Donc, moi, j'étais une patiente, j'étais dans l'ambulance avec des bandages. Puis on m'a demandé, soldat Roy, venez ici. Puis je me suis dit, puis j'étais naïve, là, que c'était des touristes qui étaient perdus, puis qu'on me demandait de sortir du champ, parce que ça arrivait souvent, des gens perdus se retrouvaient dans des champs militaires où il y avait des exercices. C'était pas fou, mon affaire, là. Qu'est-ce qui était fou, c'était que c'était pas ça. C'était vraiment... et là, ils m'ont emmené en voiture, puis ils m'ont amené sur la base, à un endroit que je connaissais pas. On m'a mis dans une petite pièce avec une lampe au plafond, la table, vraiment, là, c'était comme un film. Et finalement, quand ils sont arrivés, c'était mon professeur d'anglais qui est arrivé avec eux pour s'assurer que je comprenne bien les questions, puis que si j'ai des problèmes avec une traduction ou quoi que ce soit. Alors, c'était très, très humiliant, d'avoir cette personne-là, en plus. Et là, ils ont commencé les questions. C'était avec qui tu sors, ça fait combien de temps tu sors avec, combien de relations sexuelles que tu as, comment, puis tout en anglais, là, traduit par le professeur d'anglais.
Puis moi, au début, c'était comme... Je résistais, là, parce que ça avait pas de sens qu'on commence à me parler de mon orientation. C'était pas au travail, là, je faisais rien de mal et tout. Puis aussi, je peux pas leur répondre que j'étais homosexuelle parce que je le savais même pas moi-même. Et j'avais rencontré d'ailleurs un jeune homme que j'aimais beaucoup. Moi, j'avais toujours vu, tu sais, que c'était l'électricité qui m'attirait vers les gens. C'était pas la plomberie. T'sais. Donc, c'était difficile d'arriver de leur dire « Ah oui, je suis lesbienne », puis ou « Je suis homosexuelle ». Alors, la seule chose que j'ai essayé de faire, c'était de leur dire « Ben, je sais pas », puis il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune, ça m'a peut-être marqué, c'est peut-être... Tu sais, j'essayais de trouver quelque chose, une voie, une sortie, tout en restant honnête. Puis finalement, la première fois, ils m'ont relâché, puis après ça, ils m'ont arrêté une deuxième fois. Encore le même scénario là, d'interrogatoire. Là, je savais que c'était pas des touristes perdus, là. Puis finalement, ils m'ont dit, si tu nous dis la vérité, on va te garder. Donc, OK. Là, j'ai dit, ben, c'est ça. Là, je sais pas, j'ai joint l'armée, j'étais avec un garçon, j'ai rencontré une fille, c'est nouveau pour moi, mais je promets que je leur ferai plus jamais. Papa, pati, patata. Et finalement, ils m'ont laissé tranquille. Plus rien. Je finis mon cours d'assistante médicale. Il faut que j'aille à Ottawa pour faire le dernier, la phase 2. Tout est en préparatif pour que j'aille à Ottawa. Finalement, je suis transférée à Ottawa. Puis je m'en rappelle parce que je restais sur la base de Rockcliffe. Parce qu'il y avait mis les francophones dans les vieilles baraques de l'ancienne guerre, on gelait, là. C'était vraiment... Il y avait une guerre entre les francophones et les anglophones dans ce temps-là. On est dans les années 80, là. Et j'ai fini mon cours, j'ai gradué, puis là, je travaillais en pharmacie. J'étais technicienne dans le laboratoire à la pharmacie. Et finalement, un psychiatre m'appelle. Moi, je suis comme un psychiatre. Je travaille en pharmacie. Et finalement, pour apprendre qu'il est là pour évaluer, à savoir si je suis normale ou anormale. Et c'est comme un genre de 5 sessions. Alors, avec lui, le même baratin qu'avec l'interrogatoire. C'était la même affaire, le même... Alors, je raconte la même affaire. Puis même... Comme toutes les mêmes questions, puis tout, là? Dans le même genre de questions. Mais lui, dans son rapport, il me voyait comme réhabilitable. Réhabilitable, ouais. C'est drôle de rire, là, mais... Mais tellement... c'est tellement stupide comme... Mais fou, mais attends, tellement que le contrat finissait, là, de 2 ans. OK? Et c'était comme, est-ce que tu veux rester avec nous? Là, j'étais là, vous êtes sûr? Oui, on veut que tu restes avec nous. Tu sais, comme, j'avais une super bonne évaluation et tout ça. Là, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, regardez, moi, je veux plus être adjointe médicale parce que je m'emmerde, là, c'est plate. Les femmes sont à l'hôpital, les hommes dans le champ. J'aimerais ça devenir recherchiste en communication. Comme research. Et puis, comme research, bien, c'est tout le bouclier de radar du Canada, de alerte aux Bermudes. Et pour avoir ce métier-là, tu dois avoir la cote top secret. Pour avoir la top secret, on est supposé d'enquêter sur ta grand-mère, sur tout le monde autour de toi, sans exception. On revient, puis on m'offre un contrat de 3 ans comme recherchiste en communication avec la cote top secret. Tellement que j'étais tellement contente. C'est un contrat de 3 ans, là, que j'avais appelé mes parents. Ils étaient dans le coin d'Halifax en voilier. Puis même, j'étais la semaine après, j'étais allée m'acheter une voiture neuve, une Pony Hyundai. Il venait d'arriver sur le marché. Puis je me préparais à aller à Kingston pour aller faire mon entraînement de recherchiste en communication. Et finalement, quelques mois plus tard, pas très longtemps après, on m'appelle au quartier général où je travaillais, là, qui était le Centre médical national à Ottawa, pour m'annoncer en avant de plein de monde, surtout des hommes, il y avait une femme dans la salle, que j'étais congédiée pour homosexualité. Et que j'avais 9 jours pour m'en aller.
Puis là, j'ai fait comme... C'est comme si le plancher avait ouvert en dessous de moi, là. C'était vraiment... Je peux pas croire qu'on peut me congédier pour ça. La honte qui rentre en dedans de toi, l'humiliation, c'était l'impuissance, la rage. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je sais pas, je veux pas mettre les autres métiers comme quoi les métiers sont anodins, mais quand ton métier te demande d'être physiquement fit, puis d'avoir à passer tous ces exercices-là et tous ces entraînements-là, tu y laisses ton sang. Quand tu réussis puis tu gradues, tu montes, tu te sens vraiment, vraiment fier. Alors, tu prends comme une plus grosse débarque que j'aurais pris, supposons, j'aurais travaillé dans une école. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça m'a vraiment... moi, ça l'a faussé la note, là. Après ça, là, j'ai eu une distorsion avec la vie totale. Je comprenais plus qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. J'étais tellement humiliée, puis c'est en plein mois de décembre. En plus, moi, je suis née le 12 décembre, c'est comme... Puis quand j'étais arrivée à Montréal, j'étais pas capable d'en parler. Tu sais, le monde me disait, « Pourquoi t'es partie là? » Mais j'aimais pas ça. Tu sais, tu veux pas dire aux gens... T'as perdu ta job parce que t'es homosexuel. C'est vraiment fou. Alors, ça a été très, très dur pour moi après. Très, très dur. J'imagine. C'était plate parce que moi, mon père, il était de l'Office national du film. C'était comme si son boss venait de congédier sa fille. Puis ça y avait tout pris. Pour me rentrer quelque part où je me sentais bien, il était vraiment fâché. Alors, avec lui, on a essayé de se battre. Je suis même allée. Après qu'ils m'ont fait ça, j'étais allée voir l'aumônier catholique qui m'a dit qu'il ne fait rien faire. Je dit, OK, je suis plus catholique. J'étais allée voir le protestant. Il ne peut rien faire. Finalement, moi, j'étais à Ottawa. J'ai dit, je vais aller voir mon député. Alors, je me suis mis en uniforme. Tu n'es pas supposé de faire ça. J'étais allée au Parlement. Mais le député n'était pas là cette journée-là. Et j'ai pas pu rien faire, j'ai pas pu rien faire pour finalement réussir à arrêter cette... parce qu'il disait à l'intérieur que c'était un congédiement not honorable, qui n'est pas honorable, mais on va donner un papier honorable pour le civil. Ça, il nous donnait un papier comme quoi on avait eu on avait été relâchés honorablement, mais dans les livres fédéraux, c'était pas honorable. Fait que là, il faisait des menteries à Il l'externe. faisait des papiers pour pas que le monde pose trop de questions au civil, puis t'avais besoin de ça pour, supposons que tu voulais le chômage, quelque chose comme ça. Puis vu qu'au chômage, si tu avais perdu ton emploi, si tu avais des pénalités à ce moment-là, d'après moi, il ne voulait pas se faire poser trop de questions. L'autre affaire qu'il nous faisait aussi, qui était vraiment violent, c'est qu'il faisait un gros X sur « tu peux pas être ancien combattant, tu peux plus travailler pour le gouvernement, t'es pas... advantageously, là, t'es pas un avantage... Not advantageously employable due to homosexuality, si je me souviens bien. Exactement ça. C'était ça. C'était très violent, c'était très méchant. Et ça, c'était à quelle année encore? Moi, j'ai été relâchée en 1984, décembre 1984. Puis je me suis battue avec mon père. On a fait un grief jusqu'au général Thériault pour se faire répondre que je me suis laissée à mon appétit sexuel puis que j'étais super bonne. Alors, j'aurais peur de probablement me trouver un autre emploi. C'est super contradictoire. Puis la Jeanne Sauvé, qui était gouverneure à ce moment-là, la même affaire. Et c'est là que j'ai dit à mon père en 85, j'ai dit, on arrête. On arrête, je ne peux plus parler de ça. Je veux passer par-dessus. Puis je veux faire d'autres choses avec ma vie. Puis vraiment, mais ça n'a pas marché tout de suite. Je suis tombée dans le néant de la drogue très, très fort. Et mes parents ont dû m'aider à ce que je rentre en thérapie pour héroïne. J'ai pas été longtemps, mais juste assez pour vraiment m'aganer comme il faut. Et finalement, j'étais en thérapie à Portage
en 1987. Puis j'ai fait un programme de 2 ans. Alors, 1 an et demi en centre, qui était centre de jour, après ça, apportage, après ça, en transition, puis en suivi. Puis après ça, je travaillais comme facteur à Post Canada. Ouais. So, j'ai fait ce travail-là pendant 9 mois, mais même là, c'était effrayant, les femmes. Il n'y avait pas de femmes. C'était nouveau. Alors, c'était comme l'armée. Parce que moi, dans l'armée, je pense pas qu'ils sont juste venus après moi parce que j'étais homosexuelle. Ils sont venus après moi parce que j'étais une femme. Puis ils voulaient pas de femmes dans l'armée. Dans ce temps-là, ils étaient hyper misogynes. Alors, c'est au-delà de l'homosexualité. Puis c'est pour ça que la culture, elle a continué, puis ça se transforme en inconduite sexuelle. C'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour les femmes en général. Avant que tu aies jeté, est-ce que tu as senti comme des émotions négatives des gens autour de toi? Comme ça a l'air que ça a bien été, tu faisais ton emploi et tout à coup, c'est comme bon, c'est une lesbienne. Ah ouais. You know, it's like, je comprends pas. Bien, pas nécessairement. Moi, je travaillais pour la pharmacie, qui est la plus grosse pharmacie de l'armée canadienne à Ottawa. Et la moitié des gens qui travaillaient à la pharmacie, c'était des civils. Et l'autre moitié des militaires. Puis même mon major a écrit une lettre pour pas que je sois congédié. Il n'était pas d'accord avec ça. Les gens n'étaient pas d'accord avec ça. C'était pas comme... Mais personne n'avait aucun recours ou aucun poids pour me sauver, tu sais. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était des bonnes lettres de référence que j'ai encore aujourd'hui pour que je puisse trouver un emploi. À peu près à cette époque, suite aux recommandations de la Commission royale d'enquête sur certaines activités de la GRC, le corps policier a détruit des milliers de dossiers liés à ces enquêtes sur les Canadiens homosexuels. Les commissaires étaient inquiets du nombre massif de dossiers ouverts à cause de caractéristiques personnelles et de comportements et non de croyances politiques ou de menaces à la sécurité. Ça incluait le maintien de dossiers sur des députés, basés sur des soupçons d'homosexualité, des sources secondaires provenant d'informations douteuses et des informations fournies par d'autres corps policiers canadiens. La Commission a recommandé que les fichiers existants du Service de sécurité sur les homosexuels soient révisés et que ceux qui ne respectent pas les lignes directrices pour l'ouverture et la conservation de dossiers individuels soient détruits. Les documents récemment déclassifiés, rendus publics grâce au règlement du recours collectif de la purge LGBT, indiquent qu'aucun dossier sur des homosexuels n'a été transféré du service de sécurité de la GRC au tout nouveau Service canadien du renseignement de sécurité en 1984. Il y a eu aussi plusieurs tentatives pour inclure l'orientation sexuelle dans la loi canadienne sur les droits de la personne, menée principalement par l'ancien député Sven Robinson en 1983, 1985 et en 1986. Toutes ont été rejetées par les députés à la Chambre des communs. Mais le plus grand triomphe de Robinson pour les Canadiens queer est venu de son travail et de son influence au sous-comité parlementaire sur l'égalité des droits en 1985. Rappelle-toi que la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés étaient tout nouvelles à cette époque. Sven a fait en sorte que les histoires des Canadiens gays et lesbiennes soient entendues. Le comité était profondément touché. On est monté au lac Meech pour rédiger notre rapport. Le comité a recommandé à l'unanimité de mettre fin à toute discrimination basée sur l'orientation sexuelle dans les juridictions fédérales. Le comité a explicitement déclaré mettre fin à la discrimination dans la fonction publique pour les habilitations de sécurité, à la GRC et dans les forces militaires. Appuyer le projet de loi de Robinson pour inclure explicitement l'orientation sexuelle dans la loi sur les droits de la personne. Lire le rapport. C'était un rapport révolutionnaire. It was a revolutionary report. Robinson a même réussi à faire accepter au comité de recommander d'uniformiser l'âge de consentement pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles. Il a déclaré que le rapport du comité avait fait l'effet d'une bombe au caucus conservateur quand il a été déposé en octobre 1985. Le gouvernement de Brian Mulroney a attendu presque 6 mois avant de déposer sa réponse intitulée « Vers l'égalité » le 4 mars 1986.
Parmi ses nombreux engagements, celui-ci a le plus contrarié des dirigeants militaires et de la GRC. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'orientation sexuelle soit un motif de discrimination interdit dans tous les domaines de juridiction fédérale. 10 jours plus tard, le chef d'état-major de la Défense a émis une directive d'action créant un groupe de travail sur la charte pour déterminer l'effet des politiques des forces en regard de la réponse gouvernementale concernant l'orientation sexuelle. Pendant les 6 mois où le groupe de travail militaire a travaillé, 11 membres du troupe supplémentaire ont été libérés des forces armées pour l'homosexualité. L'ancien député Sven Robinson a continué de bombarder le ministre de la Défense et les autres responsables militaires de questions à la Chambre des communs, en réunion du comité et dans de nombreuses lettres. Sans surprise, le groupe de travail sur la charte a appuyé la position originale des forces d'exclure les homosexuels, malgré des preuves claires que les queers étaient excellents dans les emplois militaires. En novembre 1986, le chef d'état-major, le général Paul David Manson, a mis en place une politique intérimaire en attendant la décision finale du gouvernement conservateur sur les recommandations du groupe de travail sur la charte. Si des membres étaient identifiés comme homosexuels, on les informait de l'intention des militaires de les libérer honorablement. Si un soldat refusait d'être libéré, on lui permettait de rester, mais il était mis dans un statut spécial et sa carrière était suspendue, sans promotion, sans formation, sans affectation, rien. Dans le prochain épisode de La purge LGBT, la honte du Canada, une officière montante nommée Michelle Douglas combat les politiques anti-homosexuelles de l'armée et tout a commencé à changer, bien que lentement. Pour terminer cet épisode sur une note un peu plus positive, la première convention collective de l'Alliance de la fonction publique du Canada avec le Conseil du Trésor en 1986 incluait l'orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit. C'était une étape clé vers la reconnaissance des droits humains fondamentaux dans la fonction publique fédérale au Canada. Cette série est créée par Sean Dern et soutenue en partie par une subvention communautaire de la Fonds Purge LGBT à Ottawa. Le producteur exécutif est Ian Capstick. Merci de nous avoir écoutés.